Conversation du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de présenter aujourd'hui la première émission intitulée Questions Éco et d'inaugurer ainsi avec vous une série mensuelle de rencontres sur les questions économiques, la vie des entreprises et les questions sociales au sens large, avec bien sûr, vous êtes sur KTO Radio, l'éclairage précieux de la pensée sociale chrétienne. Donc chaque mois, je recevrai un ou deux invités. Et aujourd'hui, pour cette première conversation du week-end autour de l'économie, j'ai un invité et j'ai le plaisir de recevoir non pas un économiste, mais un philosophe, Bernard Guéry. Bonjour Bernard Guéry. Bonjour Guillaume. Alors je reçois un philosophe plutôt qu'un économiste. Certains auditeurs se poseront peut-être la question de savoir pourquoi. Je vais vous présenter Bernard Guéry et les auditeurs vont assez vite comprendre pourquoi je vous ai invité. Alors vous êtes un jeune enseignant et chercheur de 37 ans. Je vous présente, vous êtes docteur en philosophie, consultant et enseignant, enseignant-chercheur à l'IPC, la faculté libre de philosophie et de psychologie, consultant formateur en management et en communication chez Dipsos, et vous enseignez également à l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Et à noter, vous êtes chercheur associé au GRACE, qui est le groupe de recherche anthropologie chrétienne en entreprise, dont nous parlerons tout à l'heure en fin d'émission. Le GRACE, c'est un groupe de chercheurs principalement chrétiens, parmi lesquels on trouve Pierre-Yves Gomez, par exemple, qui a créé les fameux parcours Zaché, ou encore le professeur d'économie et de gestion de Nantes, l'excellent Mathieu Deschessard. Voilà. Donc vos travaux apportent un éclairage philosophique des phénomènes du monde de l'entreprise, et vous étudiez la possibilité et la fécondité des points de rencontre entre la philosophie et le management. Donc bienvenue à vous Bernard Guéry pour cette émission Questions Éco. Et une première question pour lancer tout ça. Pendant un certain temps, les humanités, notamment la philosophie, ont été mises sur la touche des questions économiques. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça revient. Alors est-ce qu'il y a un revirement ces dernières années? Et si oui, pourquoi ? Oui, alors j'ai un souvenir assez net d'avoir, quand je commençais mes recherches en philosophie, je cherchais des financements pour ma thèse de doctorat, et j'allais toquer à la porte d'entreprises parce que je me disais que c'est là que je pourrais trouver des financements. Et j'ai un souvenir de certains yeux éberlués de voir quelqu'un qui voulait faire de la philosophie sur le management et sur l'entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu, effectivement, la recherche en philosophie et les interventions en philosophie sur l'entreprise, avec certains intervenants un peu plus médiatisés. Et je crois notamment que c'est dû à la recherche de sens. Depuis la crise de 2008, beaucoup de monde se pose des questions éthiques, et la philosophie est mobilisée dans ce cadre-là. Oui, et alors c'était quoi, il y a 10 ans, votre thèse environ ? Effectivement, ouais, c'était il y a 10 ans. J'ai travaillé autour de valeurs de management à partir de la question de la finalité, qui est une question philosophique pour éclairer le travail du manager aujourd'hui, avec des questions de management par objectif, la question de quelle est la finalité de l'entreprise. C'est ces questions-là que j'ai travaillé avec une enquête de terrain au sein d'une organisation. Oui, donc vous n'êtes pas seulement un philosophe, on l'a compris, vous êtes un enquêteur de terrain, et vous soulignez le problème de la crise de sens, et crise du sens du travail, pourquoi je travaille, la question de la finalité, vous prononciez le mot à l'instant. Crise aussi du management. Ouais. Il y a plein de managers qui disent on n'y arrive plus, notamment avec la génération de ceux qui sont nés après 2000, etc. Donc on a l'impression que dans les entreprises, il y a beaucoup de mal-être, y compris chez les cols blancs, chez les cadres, qui deviennent ce qu'on appelle parfois des exécutants en col blanc, et qui peinent à trouver le sens de leur travail d'exécutant alors qu'ils ont fait de longues études. Et puis, il y a une crise du management. On a l'impression que les managers n'y arrivent plus. Alors qu'est-ce que va leur apporter la philosophie ? Ouais, ils n'y arrivent plus, puis ils sont pointés du doigt. Certains en pointent beaucoup du doigt le management toxique, et l'exercice de l'autorité est devenu très très difficile. Du fait, on parle de nouvelles générations, on parle des nouvelles attentes vis-à-vis du travail, attentes d'autonomie qui sont difficiles à concilier avec fédérer des efforts vers un but commun unique. Et cet exercice de l'autorité, il est de plus en plus compliqué,
C'est pour ça que bah, il y a des questions qui se posent que la philosophie cherche à investiguer, quoi. Vous parliez de manager toxique, ça va peut-être un peu vite parfois de qualifier de toxique tel manager. Dès qu'une personne a un problème avec son chef, en quelque sorte, il veut nous dire qu'il est manipulateur, qu'il est toxique, etc. Eh ben, c'est peut-être un peu excessif, non? Oui, alors effectivement, on a un discours ambiant qui rend très difficile l'exercice de l'autorité, et c'est pour ça que c'est important de poser des distinctions, et la philosophie pose des distinctions. Parce que on dit au manager, quand il lit les magazines de management, quand il regarde sur les réseaux sociaux, on lui dit le péché mortel du manager, c'est d'être directif. Et bah, moi, je suis manager, je lis ça, et en même temps, on me dit, bah, t'es manager, donc tu dois donner des directives. Et alors le manager m'a dit, bah, ok, je dois donner des directives, et comment je donne des directives sans être directif? Il y a une Et forme donc, d'injonction paradoxale. il y a une injonction paradoxale qui met les managers en grande difficulté et qui culpabilise l'exercice de l'autorité. Et donc, l'une de mes activités en entreprise, c'est de décomplexer un peu cet exercice de l'autorité des managers en faisant la distinction entre l'autorité, l'autoritarisme et d'autres distinctions qui permettent au manager d'être plus à l'aise dans l'exercice de son rôle. Et pour ça, on pourrait imaginer qu'un expert en management ou en développement personnel ou je ne sais quoi pourrait suffire, mais vous êtes philosophe, hein. Donc il y a des notions philosophiques que vous convoquez à l'appui de cet enrichissement de la compréhension de leur métier de manager, en quelque sorte. Oui, par exemple, le concept de subsidiarité, Oui. qui est un concept issu de la philosophie, même de la théologie, permet aujourd'hui d'expliquer qu'est-ce que serait une modalité saine d'exercice de l'autorité. Un manager qui a un management adapté, qui n'est pas autoritariste, c'est un management qui se veut subsidiaire. Subsidiaire, c'est secondaire, hein, par rapport à l'activité du collaborateur qui fait en autonomie jusqu'à un certain seuil, un plafond de compétences, et c'est seulement à ce moment-là que le manager intervient de manière subsidiaire. Et Oui. donc ça permet d'éviter à l'autorité de s'exercer de manière autoritariste. Donc c'est le fait de laisser faire à l'échelon du dessous ce que l'échelon du dessous peut réaliser lui-même, hein, et n'intervenir que si nécessaire. Voilà, Que ça. exactement. Ça, c'est le principe de subsidiarité qui, aujourd'hui, il y a 15 ou 20 ans dans les entreprises, on parlait de ça, tout le monde disait subsidiari quoi? Et là, de plus en plus, le terme de subsidiarité fait écho, et si les gens ne connaissent pas le mot, quand on leur parle de la réalité, on sent que ça correspond à un besoin fort chez eux, quoi. Donc vous donnez cette notion philosophique, vous l'expliquez, et vous voyez avec eux comment ils peuvent l'insérer dans ce qu'on appelle les processus, les process, les fameux process. Voilà, par exemple, très concrètement, dans une équipe de travail, parfois, les gens sentent pas la possibilité de pouvoir délibérer ensemble pour pouvoir décider à leur échelon de ce qu'ils pourraient faire pour résoudre un problème. Non pas parce que le manager est toxique, qu'il leur laisse pas faire, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de se parler. Et donc, le rôle du management, ça peut être de créer un espace de dialogue sur le travail. On parlait de Mathieu Detchessart, qui est un collègue du GRAS, qui a effectivement beaucoup travaillé sur cette question-là. Dans la mise en œuvre du principe de subsidiarité, il y a aussi créer les conditions d'un dialogue entre les travailleurs pour qu'ils puissent délibérer pour résoudre les problèmes qui se posent à leur niveau, sans devoir déléguer à un processus ou à un service support le soin de penser à leur place la façon de travailler. Alors je parlais des exécutants en col blanc, les fameux cadres là, ou ingénieurs, ou cadres commerciaux, ou dans les grandes entreprises. Là, on parle des grandes entreprises, on va dire mondialisées. Hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent donc dans les tours de la défense avec un beau costume, une belle cravate et une belle chemise blanche, et qui ont l'impression de ne plus avoir de marge de manœuvre. La subsidiarité, j'imagine, implique quand même de laisser aux gens une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté d'action. Il y a des choses sur lesquelles ils doivent pouvoir délibérer. Et c'est plus le cas, ou c'est le fait uniquement de ces grands groupes de la défense pour caricaturer? Effectivement, la philosophie, elle est utile aussi là pour comprendre ce qui se passe dans ces phénomènes de bureaucratisation dans laquelle les travailleurs, notamment les cadres, passent énormément de temps à faire du reporting et sont extrêmement corsetés dans leur activité. C'est le concept de bureaucratie. Si on le comprend bien, notamment à travers ses racines philosophiques, on comprend que c'est une façon de se protéger contre les risques de la rencontre. Je n'ai plus, quand je travaille dans une bureaucratie, à prendre le risque d'échanger avec l'autre en prenant le risque du jeu de pouvoir. J'ai plus à prendre ce risque-là, puisque chacun interagit avec la procédure et non plus
avec son collègue. Et cette mentalité bureaucratique, elle trouve son intérêt, bien sûr pour la direction qui peut plus facilement visualiser la façon dont fonctionne l'organisation avec des reportings, mais ça permet aussi à ceux qui travaillent d'être confortables puisqu'on ne peut pas leur reprocher d'avoir mal fait leur travail s'ils s'en tiennent à la procédure, mais on évacue la finalité du travail puisqu'on s'en tient à une exigence de moyens. On se couvre, quoi. On se couvre, On se exactement. couvre, on dit, bah, vous voyez, hein, bah, si, la procédure, je l'ai appliquée, et puis d'ailleurs, j'ai fait du reporting, donc Ouais. j'avais prévenu, j'ai dit, vous étiez au courant, ou je vous ai envoyé un mail parfois, il y a 200 mails qui arrivent sur certaines boîtes, et Voilà. on envoie un mail pour se couvrir, etc. Alors, comment ça se fait que ça arrive dans ces grandes entreprises, on va dire capitalistes, mondialisées, parce que du temps de reporting, du temps pour se couvrir, etc., ça dévore du temps profitable. Mmh. Et alors, on dit que c'est le profit et le moteur numéro un, on va dire, du turbo-capitalisme contemporain. Mmh. Et pourtant, ils bouffent du profit avec des normes, des procédures, du reporting, etc. Ouais. Bah, là aussi, la philosophie, elle est utile parce que Platon et Aristote, par exemple, ils posaient des plafonds en termes de nombre de citoyens dans une cité dans laquelle il fait bon vivre. Mhm. Pourquoi ? Parce que passé un certain seuil, le développement de la population de la cité fait que chacun va diluer sa responsabilité dans l'ensemble et va se déresponsabiliser du bien commun. Et pour que les salariés se saisissent du bien commun et prennent le risque d'entrer en relation, de risquer les jeux de pouvoir, etc., la coopération, pour que ça ait lieu, il faut que le bien commun ait un visage et qu'il ne soit pas dilué dans un grand tout qui éloigne la finalité du travail du travailleur. Donc, la question de taille, ça joue. Ouais, et Il y a un gigantisme, en fait. Exactement. Le gigantisme empêche les collaborateurs de se saisir du bien commun et de considérer le bien commun comme leur meilleur bien. Alors, est-ce que vous avez lu le livre d'Olivier Rey qui s'appelle Une question de taille ? Il a écrit ça en 2014. Et il est philosophe et mathématicien aussi. Hein. Ouais. C'est un scientifique. Il a à la fois des lettres, c'est les chiffres et les lettres, quoi. Il aurait été champion aux chiffres et aux lettres. Je ne sais pas si ça existe toujours, cette émission. Mais en tout cas, il a écrit Une question de taille pour dire que, effectivement, au-delà, en parlant de toute communauté humaine, en fait, structure sociale ou politique, qu'au-delà d'une certaine échelle, c'est ingérable, en fait. Ouais, on a travaillé avec lui dans le cadre de l'IPC. Ah oui. On avait organisé une journée d'études dans laquelle il intervenait pour pouvoir présenter les fruits de son travail. Et d'autres chercheurs, ça fait partie de mon métier, d'organiser des événements de recherche autour de la philosophie et du management. Et la journée d'études qu'on a faite sur la taille des organisations, qui se posait la question, qu'est-ce que c'est qu'une organisation à taille humaine, cherchait à faire dialoguer à la fois des chercheurs en management, des chercheurs en philosophie, et puis des praticiens du monde de l'entreprise, autour de cette question, notamment des plafonds en termes de nombre de personnes dans une équipe de travail ou dans une organisation. Alors, quand on a une très grosse entreprise, j'imagine que pour résoudre la question de taille, on ne va pas casser l'entreprise, qui est déjà grosse. En revanche, c'est là que la subsidiarité peut créer des communautés Exactement. à taille, comment on pourrait dire, à taille raisonnable. Oui, à taille raisonnable, à taille humaine. C'est exactement ça. Le problème de taille, il se résout moins en dégraissant parce que ce serait utopique. En revanche, la subsidiarité est une façon de pallier les problèmes de question de taille puisqu'on recrée des communautés qui ont une certaine autonomie à un niveau local. Donc vous allez dans les tours de la Défense, vous montez dans ces ascenseurs jusqu'au 25, 30e étage, vous allez dans les grandes salles avec des présentations, c'est plus des paperboards aujourd'hui, c'est des magnifiques projections, rétroprojecteurs. Et là, vous avez des gens très savants que vous essayez de convaincre de changer quelque chose sur la question de la subsidiarité, justement des tailles de communauté, de finalité, et ils vous écoutent. Et ils écoutent, ça répond vraiment à un besoin. Parce qu'effectivement, vous disiez, il y a une inefficacité qu'on a du mal à comprendre si on ne comprend pas qu'on ne peut pas gagner sur les deux tableaux, à la fois se protéger de la blessure de la rencontre et des problèmes qui peuvent arriver quand on laisse de la liberté aux collaborateurs, et en même temps gagner le bénéfice de les laisser libres. Et donc, on a cette difficulté à comprendre les deux, et les interventions que je peux faire ont pour but d'aider à comprendre
ces enjeux philosophiques des problématiques qu'on rencontre dans le monde du travail. Alors, vous parlez de blessure de la rencontre, ça nous renvoie à la relation. Je crois qu'il y a un livre d'ailleurs qui s'appelait comme ça, La Ouais, blessure tout à de la fait. rencontre. Je ne sais Ouais, plus ouais. qui c'était, mais C'est Luigino Bruni, c'est un ouais. membre du GRAS aussi. Ah, c'est un membre du GRAS, d'accord. Voilà. Ah bah, très bien. Ouais. Et donc, il y a quand même derrière la technique, derrière les calculs, derrière les tableurs Excel ou d'autres types d'outils, il y a la relation qui reste quand même au cœur de la vie de l'entreprise. Ouais, effectivement, en fait, on a deux façons d'entrer en contact. Soit on accepte le risque de la blessure de la rencontre, la coopération, et à ce moment-là, il peut sortir quelque chose de grand qui relève du bien commun, ou alors on cherche plutôt à se protéger de la blessure de la rencontre, quitte à passer à côté de la joie d'avoir travaillé en commun, et là on est plutôt dans une dynamique qu'on pourrait appeler d'intérêt général. En tout cas, c'est des intérêts particuliers qui cherchent à se maximiser chacun au détriment peut-être de l'autre, mais là on n'a plus une coopération, on parle de collaboration, parce que c'est beaucoup plus formel sans qu'il y ait de finalité commune recherchée. C'est-à-dire que le risque de la blessure de la rencontre, on part du principe qu'à partir du moment où on va être en relation avec quelqu'un, il y a un risque qui nous blesse à un moment ou à un autre. Voilà. Et fatalement, ça arrive. Et dans les relations de travail, effectivement, Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ben, j'ai rendu un service à un collègue et puis lui, il ne me rend pas en retour. Je lui ai donné mes heures et lui, il me les rend pas, etc. Chaque renvoi d'ascenseur prend le risque de ne pas être... chaque envoi d'ascenseur prend le risque de ne pas être renvoyé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, et ça, c'est dans la vie tout court, ça. Ça, c'est dans la vie tout court. Ça marche avec le mari et la femme, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les amis, tout. Toute communauté, et Toute donc la communauté. communauté de travail aussi. Donc c'est de la philosophie existentielle derrière ça, pour faire Voilà. comprendre C'est ces notions-là. Et puis si on veut éviter la coopération avec le risque de la blessure, alors on bureaucratise, on met en place des procédures qui vont dispenser les gens d'avoir à rentrer en relation. Voilà. Parce que je traite mon dossier dans mon coin et je l'envoie sans regarder à mon collègue. J'ai fait mon boulot et ça suffit. Alors là, on parle de la relation. Et vous avez travaillé sur un philosophe qui est bien connu, mais qui est très ancien, qui s'appelle Thomas d'Aquin, qui est un philosophe de la relation, on peut dire ça, parce que là, en tout cas, il a beaucoup travaillé sur la question de la relation. Et vous avez l'audace, si je puis dire, de vous appuyer sur Thomas d'Aquin. Donc, on est en plein cœur du Moyen-Âge, on est quoi? On est au XIIIe siècle. Ouais. Et on se dit, mais est-ce que Thomas d'Aquin pourrait être demain un manager? Alors, on va parler de Thomas d'Aquin, parce que c'est très intéressant. Je me suis demandé comment on pouvait dépeindre Thomas d'Aquin en manager. Mais ça, on pourra le faire en deuxième partie d'émission. En attendant, dans quelques instants, nous allons pouvoir vous proposer une pause musicale. À tout de suite, chers auditeurs. Il est temps d'annoncer, il est temps de passer de l'ombre à la lumière, de briller sur la terre. Il est temps de s'aimer, d'apprendre à pardonner, pardonner à son frère, vivre de ce mystère. Toi qui as le nom qui sauve, je parlerai de toi, je parlerai de toi, partout dans le monde pour que ta paix inonde d'un feu de joie. Les yeux s'éveilleront et tous reconnaîtront aux quatre coins de la terre ta bonté à toute heure, ton salut, ton pardon, la force de tes dons sont pour nous tant de richesses dont tu nous fais la promesse. Toi qui as le nom qui sauve, je parlerai de toi, je parlerai de toi, partout dans le monde pour que ta paix inonde d'un feu de joie. Je parlerai de toi, je parlerai de toi, partout dans le monde pour que ta paix inonde d'un feu de joie.
vie que je mène, sur le chemin que je cherche, dans le vent, dans l'averse, dans la joie, dans la liesse, dans la peine, la tristesse, la maladie, ma faiblesse, que la mort me surprenne, car je sais que tu m'aimes. Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Questions Éco, notre conversation du week-end autour des questions économiques et sociales. Et je reçois aujourd'hui Bernard Guéry, qui est philosophe, enseignant et chercheur. Alors nous allons continuer cette conversation du week-end, comme le nom l'indique, cher Bernard Guéry. Et nous disions juste avant la pause que vous convoquiez Thomas d'Aquin à l'appui de votre philosophie du management. Et une question... si Thomas d'Aquin était encore là parmi nous, imaginons, vous l'emmèneriez avec vous dans les tours de la Défense pour qu'il cause, comme on dit, aux patrons, aux managers. Est-ce qu'il serait lui-même un bon manager ou un bon formateur de manager? Comment vous utiliseriez Thomas d'Aquin s'il était vraiment avec vous là? Ouais, alors un bon manager, je sais pas, parce qu'il était quand même un peu perché, quoi. Hein. Ouais. Il avait du mal à avoir les pieds sur terre. Et notamment, et un bon formateur de manager, peut-être pas non plus, parce que il y a une lettre qu'il a écrite à la duchesse de Brabant, qui lui demande un conseil. Alors c'est pas un conseil managérial, mais c'est un conseil politique. Notamment, c'est de la question, c'était qu'est-ce que je fais des juifs qui sont sur mon territoire, parce qu'ils ont des pratiques qui peuvent nuire à l'unité nationale. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Elle lui pose la question à saint Thomas, et saint Thomas répond: écoutez, en fait, moi, je connais pas bien le contexte, je connais pas bien votre situation, donc il faudrait peut-être demander à quelqu'un de plus au courant que moi des éléments du contexte. Et ça nous dit quelque chose de très important sur sa philosophie de l'action, c'est que c'est pas en connaissant les principes qu'on va être un bon acteur dans la société, dans sa vie morale. La connaissance des principes, c'est une chose, c'est un préalable, mais derrière, il y a toute une culture, il y a tout ce qu'on appelle des principes propres, c'est-à-dire des déterminations, des circonstances à connaître qui vont permettre de savoir quoi faire au bon moment. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un manager, savoir décider. Mais pour prendre une décision, voilà, il y a un certain nombre d'éléments, en plus des principes éthiques, que saint Thomas n'avait pas et n'aurait pas aujourd'hui, quoi. Voilà, donc vous lui demanderiez d'éclairer de donner les principes, les choses, de donner les principes, mais de laisser les autres, les hommes et femmes de l'art, les appliquer. Ouais. Alors, les principaux apports de la philosophie de Thomas d'Aquin pour aujourd'hui dans l'entreprise, puisque vous travaillez sur ce fameux Thomas d'Aquin manager, ou pas manager, on a dit, mais en tout cas, qui peut être inspirateur de manager. Ouais. Quels sont les principaux apports de ce cher Thomas d'Aquin? Alors, il y en a plusieurs, mais je crois que son approche, qu'il hérite d'Aristote, d'une éthique des vertus, est extrêmement féconde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se sent un peu pris au piège entre une éthique qu'on dit conséquentialiste, où on va chercher à maximiser les conséquences positives sans prendre en compte la personne dans toute son incarnation, dans ses désirs, etc. Et sans prendre en compte la moralité de l'acte lui-même. Et puis, face à ça, on a une déontologie qui va chercher à appliquer des principes, appliquer des normes morales, sans prendre en compte la diversité des circonstances. Et l'éthique des vertus de Thomas d'Aquin, en particulier avec la vertu de prudence, va être une clé précieuse pour comprendre comment une prise de décision peut à la fois prendre en compte des principes éthiques universels et en même temps s'insérer dans des circonstances qui sont uniques et irréproductibles. Là, on a avec saint Thomas une vraie clé
pour le manager contemporain qui veut unifier sa vie sans avoir d'un côté je suis un manager qui peut avoir des comportements toxiques et manipulateurs, et puis de l'autre je cherche à être un homme de bien. Là on a avec la vertu de prudence quelque chose d'extrêmement précieux, qui n'est pas juste de la ruse, qui n'est pas un angélisme dont on pourrait dire qu'ils n'ont pas de mains, même s'ils ont les mains pures. Là, il s'agit de mettre les mains dans le cambouis, de décider dans les circonstances données, sans perdre de vue les principes, et c'est la vertu de prudence qui permet ça. Alors, quand on dit à un manager « soyez prudent », ça ne veut pas dire soyez pusillanime ou ne prenez pas d'initiative, parce que dans le langage courant, on dit soyez prudent, c'est-à-dire attention à vous, ne prenez pas trop de risques, etc. Ouais. La notion de prudence, chez Thomas d'Aquin, la suite d'Aristote d'ailleurs, je crois, va au-delà de ça. Comment on pourrait la définir en deux mots ? Effectivement, la prudence, ça sent un peu la poussière, la vertu des petits pas, la précaution. En fait, la prudence, les anciens l'appelaient l'orige des vertus. C'est elle qui tient le char, les rênes du char des vertus, parce que c'est elle qui va diriger les autres vertus. C'est tout simplement, on pourrait dire, l'art de la prise de décision. Oui, l'art de décider. L'art de décider. Et cet art de décider, il peut évidemment se coupler avec la vertu de force, de courage, sans être dans la témérité pour autant. Et donc, la prudence peut consister à prendre des risques, contrairement à l'acception qu'on a aujourd'hui. Alors, je me pose une question, c'est que l'entreprise, c'est quand même le lieu du profit. Il y a un intérêt bien compris de tous, c'est que l'entreprise gagne beaucoup d'argent. Donc, deux questions autour de ça. Comment on peut parler d'éthique, donc de morale, en fait, de questions morales, au milieu de la culture du profit ? Est-ce que ça passe, tout simplement ? Est-ce que c'est entendu ? Nécessaire probablement, mais est-ce que c'est entendu ? Et d'autre part, cet intérêt du profit, on peut dire qu'il correspond à un intérêt général, parce que chaque membre de la communauté de travail entreprise a intérêt que l'entreprise gagne de l'argent, y compris le plus modeste des salariés, parce que si l'entreprise ferme, il perd son boulot, ou si les autres, ils ont un intéressement, des primes sur résultats, etc. Donc il y a un intérêt commun, où il y a un intérêt général. Mais avec Thomas d'Aquin, j'ai l'impression que vous essayez de montrer qu'il y a davantage que l'intérêt général, mais le bien commun. Oui, effectivement, cette notion de bien commun, elle prend sa source chez saint Thomas, et effectivement, l'appliquer à l'entreprise, ça peut être très éclairant. J'ai une expérience que je fais avec beaucoup de plaisir à chaque fois que j'ai des étudiants d'école de commerce en face de moi. J'ai enseigné une dizaine d'années en école de commerce. On pose la question aux étudiants: quelle est la finalité de l'entreprise ? Réponse unanime: c'est de faire du profit. Et là, je dis pourquoi ? Et la réponse, qui est unanime aussi, c'est « bah oui, monsieur, parce que sans profit, de toute façon, elle ne peut pas exister ». Et c'est ce qu'on appelle un sophisme. Je leur dis, dans ces cas-là, vous me dites que la finalité de votre existence, c'est de respirer. Vous dites « bah non, monsieur, la finalité de mon existence, c'est pas de respirer, j'ai quand même des aspirations plus... » Je dis « bah si, vous me dites que la finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit, parce que sans profit, elle ne peut pas exister. Je vous dis que la finalité de votre vie, c'est de respirer, parce que sans respiration, vous ne pouvez pas exister. Le profit, c'est la respiration de l'entreprise, mais il ne faut pas confondre une condition absolument nécessaire et une finalité recherchée. Et effectivement, on a là un peu de réflexion philosophique autour de la fin et des moyens qui permet de remettre à sa place, à sa juste place, le profit qui est nécessaire dans l'entreprise, qui est souhaitable pour une entreprise, dans la mesure où il va permettre l'activité de l'entreprise de se pérenniser et pouvoir continuer à rendre le service à la société qu'il a à rendre. Donc, alors, ce bien commun, comment il peut concrètement se concevoir? On dit souvent, voilà, dans bien commun, c'est pas l'intérêt général. Tout le monde est concurrent dans une entreprise, y compris son collègue. On vise des postes, forcément, on a des concurrents. Il faut jouer un peu des coudes, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Ouais. Alors, le bien commun là-dedans, on arrive quand même à le trouver? Oui, effectivement, on dit souvent, c'est pas l'intérêt général, le bien commun. Alors on dit, mais du coup, c'est pas l'intérêt général, mais alors c'est quoi? Et bah, là, on est plus embêté, on est un peu. Tout le monde parle de bien commun, mais quand on dit, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est que le bien commun? On est un peu perdu. Effectivement, on dit l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers.
Et là, c'est très intéressant. C'est-à-dire, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une somme? C'est une opération mathématique, et l'intérêt général, c'est le résultat d'une opération a posteriori, d'ajout des biens particuliers, comme le PIB d'une entreprise est la somme des valeurs ajoutées. Mais on ne pourrait pas dire que les entreprises œuvrent pour le PIB. Une entreprise, elle œuvre pour son intérêt, et les intérêts combinés font l'intérêt général. Le bien commun, c'est pas au contraire un résultat, c'est pas un fruit obtenu, c'est pas une conséquence, c'est une cause. C'est la cause fédératrice d'une communauté. C'est la finalité que cherche une communauté, et qui, par son pouvoir fédérateur, va engendrer la cohésion d'une communauté. La famille autour de l'éducation des enfants, un club de foot autour de la réussite du club de foot, une entreprise autour de la production d'un bien et d'un service qui soit bon pour le client et qui permette la pérennité de l'entreprise, etc., etc. Le bien commun, c'est une finalité qui unit un collectif, et pas simplement une conséquence obtenue a posteriori. J'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry qui dit: force-les de bâtir ensemble une tour, et tu les changeras en frères. Et là, il y a tout le bien commun, la théorie du bien commun, qui est d'ailleurs inspirée à Saint-Exupéry par Charles de Coninck, qui est un disciple de saint Thomas d'Aquin, qui était un ami de Saint-Exupéry au moment où Saint-Exupéry rédigeait Citadelle, dans lequel on trouve cette phrase-là. Saint-Exupéry qui dit: le bien commun, c'est la finalité qu'on va rechercher, et qui, en contre-coup, va nous fédérer. Par exemple, dans les entreprises, quand on cherche à faire des cohésions d'équipe, les gens veulent souvent utiliser la consommation en commun. On va boire des coups ensemble, on va consommer des loisirs ensemble, et ça va nous unir. Eh bien, on peut dire, avec la lumière du bien commun, que c'est plutôt en œuvrant à un but commun qu'on va pouvoir, en contre-coup, trouver une cohésion, quoi. Hein, nos meilleurs amis d'études, c'est pas ceux avec qui on a simplement bu des coups, c'est ceux avec qui on a œuvré à des projets communs, et ensuite, évidemment, on buvait des coups. Mais c'était plutôt la récompense d'avoir œuvré ça me pour un paraît projet. nécessaire quand même. Ouais. Effectivement. Donc, il suffit pas de faire des grandes conventions commerciales ou des séminaires avec niché au milieu, la compétition de karting, la partie de paintball. Parfois, ils font des choses comme ça. Je crois qu'il y a des choses même plus modernes aujourd'hui. Donc, il faut encore faire vivre d'une certaine manière une communauté humaine. Ouais, c'est vraiment peut-être ça la clé. qui est en jeu. Ouais. C'est vraiment ça qui est en jeu, avec cette difficulté de combiner le bien commun externe à l'entreprise ou à l'équipe de travail, c'est-à-dire servir pour l'équipe de travail, servir l'entreprise, pour l'entreprise, servir la société, et le bien commun interne, c'est-à-dire le bien de cette équipe de travail, que les bonnes personnes soient à la bonne place, le bien commun interne de l'entreprise, que les gens soient rémunérés de manière juste, qu'il y ait des relations saines de travail, etc., quoi. Ouais. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très important dans la philosophie de saint Thomas, qui a donné lieu à la pensée sociale chrétienne ensuite. C'est l'idée que les structures sociales ne sont pas éthiquement neutres. Et la façon dont on organise le travail peut favoriser des comportements éthiques, ou au contraire dissuader de comportements éthiques. Ouais. Quand vous mettez des commerciaux en concurrence avec des rémunérations variables en fonction des ventes qu'ils vont faire, on crée chez eux, on va stimuler chez eux la dimension de compétition au détriment de la dimension de coopération. Mais il faut peut-être bien un petit peu de compétition de temps en temps. Alors, Exactement. Imaginons, moi je suis manager, je suis dans ma tour, la défense. Décidément avec la défense, mais c'est bon, l'image me paraît bonne. Et je vous dis, j'entends bien ce que vous me dites, Monsieur Guéry. Vous avez raison. Moi, je pense que je veux une équipe de commerciaux qui me forme une communauté où il y ait de la relation, où il y ait de l'amitié, et qu'ils puissent travailler ensemble. Cependant, je voudrais aussi qu'il y ait une émulation et qui se bouge beaucoup. Et donc, c'est nécessaire pour moi de les mettre quand même en concurrence sur des défis, sur des classements, avec des primes, etc. Est-ce que je peux faire les deux ? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire les deux ?
Alors moi je crois que, je serais un peu comme saint Thomas avec la duchesse de Brabant, je dirais: «Je connais pas assez le contexte», et je passerai beaucoup de temps à Mmh. questionner parce que, la prudence, dit qu'il y a pas de réponse toute faite. Il y a pas de principe à appliquer qui dirait: «C'est mal de faire des rémunérations variables Mmh. C'est individuelles», ça. et là je crois qu'il y a un vrai enjeu et je crois que c'est pas une expression de saint Thomas, mais une expression qui est restée dans la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'il s'agit de prendre soin de tout homme et de tout l'homme et tout l'homme, ça veut dire toutes ses dimensions. La dimension compétition, la dimension coopération. Et il ne faudrait pas que on fasse primer l'une au détriment de l'autre. Il faut stimuler chez l'être humain toutes ces facettes, quoi. J'imagine que vous avez déjà été confronté, peut-être oui, peut-être non, mais j'imagine que oui, à ce type de problématique. Vous avez des exemples concrets, par exemple, de terrain avec des entreprises qui pourraient éclairer de manière plus précise notre propos? Oui, par exemple, sur la question de la subsidiarité, j'interviens beaucoup sur la question de la subsidiarité. Une entreprise de propreté, qui voulait, développer chez les agents de propreté, le souci de la responsabilité, du client et de l'entreprise. Ils ont mis en place des réunions, mensuelles dans lesquelles les gens arrivent, et répondent à 3 questions. Donc là, on parle de femmes de ménage qui nettoient dans les cages d'escalier, Mmh. d'agents d'entretien, et cetera. Heu, Ils arrivent et tour de table, de quoi je suis fier dans le mois de travail que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait, que je voudrais partager? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Quels problèmes j'ai su résoudre? Quelles difficultés j'ai surmontées, et cetera. Deuxièmement, qu'est-ce qui est difficile, pour moi, aujourd'hui? Quels problèmes j'ai rencontrés? Et si ça se reproduit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se reproduise ou pour pouvoir le résoudre? Et troisièmement, qu'est-ce que, on pourrait proposer de nouveau à notre client chez qui moi j'interviens et donc que je connais? Ces 3 questions-là, toutes simples, tour de table, animées par le manager et depuis qu'ils ont mis ça en place, il y a une prise de responsabilité et une joie d'œuvrer à un collectif commun, qui, n'existait pas auparavant, quoi. Là, on a mis en place quelque chose qui, relève de la subsidiarité en laissant le pouvoir de pouvoir résoudre les problèmes à leur niveau à ces agents d'entretien. Très Ça, bien, ça oui. Donc là, ils étaient contents d'avoir fait un chèque au consultant que vous êtes. Parce qu'ils ont eu du voilà. résultat. Exactement, ça ça Ouais. ça ça permet de pérenniser l'activité et puis, de voir enfin, quand vous voyez le sourire des gens qui, au début, se retrouvaient dans une salle de réunion à se regarder, ils sont pas habitués, ils sont mal à l'aise de parler en public devant leurs collègues et cetera et quand vous voyez que la mayonnaise prend et que, les gens prennent goût, en fait, à contribuer à un collectif de travail, là où ils sont souvent isolés, chacun dans son immeuble à faire sa cage d'escalier, c'est extrêmement réjouissant, quoi. Oui. Et vous avez le temps de faire tout ça, Bernard Guéry, parce que vous enseignez à l'IPC, Voilà, vous enseignez aussi, je l'ai dit, à Nanterre, c'est ça? oui. Donc il y a tous vos cours, j'imagine qu'il y a plus davantage que 2 ou 3 heures de cours chaque semaine, et vos activités de chercheur et vos activités de consultant. Vous devez avoir un agenda énorme, de ministre, comme on dit. Ouais, non, pas Bon, forcément parce que tout ça est réparti. Je sais pas si ma femme dirait que je travaille pas trop, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt mesuré, dans la mesure où, bah, c'est des temps partiels à chaque fois. Notamment là, je m'occupe effectivement à l'IPC depuis cette année d'un master de ressources humaines inspiré de philosophie, qui a d'ailleurs les inscriptions sont encore ouvertes, je profite pour faire ma petite pub. Mais ah effectivement, bah oui. réfléchir aux enjeux des ressources humaines tout en se formant pour le métier des ressources humaines, c'est quelque chose qu'on propose et qui me passionne. Et puis tout ça se nourrit bien parce que les étudiants sont contents d'avoir des anecdotes du monde de l'entreprise. Ma recherche se nourrit de ce que je vois sur le terrain. La recherche nourrit les formations à l'entreprise. Il y a une pollinisation mutuelle de mes différentes activités. Donc tout ça, ça fonctionne très bien ensemble. Et tant qu'on ne vous appelle pas au téléphone la semaine prochaine pour être ministre, votre femme peut continuer à être à peu près tranquille. Alors, nous allons faire une nouvelle pause musicale, chers auditeurs. Nous nous retrouverons dans quelques minutes pour la suite de l'émission.
Chers auditeurs de KTO Radio, Guillaume de Prémar au micro pour l'émission Question Écho dont nous entamons à cet instant la 3e partie avec le plaisir que j'ai de recevoir Bernard Guéry, philosophe, enseignant, chercheur, consultant en management, on peut dire, et philosophie du management. Alors, on a parlé de Thomas d'Aquin, manager, on a parlé de l'apport de la philosophie de Thomas d'Aquin, et vous soulignez tout à l'heure que cette philosophie de Thomas d'Aquin avait beaucoup nourri la pensée sociale chrétienne, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et il y a un point qui m'avait frappé quand est paru l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. Il appelait à introduire dans le monde de l'économie et de l'entreprise la notion de gratuité. Et vous qui êtes chercheur associé au GRACE, il semble que des chercheurs justement chrétiens se sont dit, banco, on va saisir de ça et on va travailler dessus. Est-ce que Benoît XVI était un utopiste ou est-ce que vous avez pu observer qu'il y avait quand même matière à pouvoir faire réfléchir les décideurs du monde économique pour introduire un petit peu quand même de gratuité dans le monde économique marqué par la prédation et le profit? Oui, alors on peut inviter effectivement à développer plus de gratuité, mais la première chose à faire, c'est de mettre les bonnes lunettes pour voir qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Sans le savoir. En fait, sans le savoir, on s'en rend pas compte parce que on a appris que le monde économique était... Mais quand on regarde, même une équipe de commerciaux qui sont incentivés de manière individuelle sur des zones de chalandise concurrentes. Alors, incentivé, je précise, c'est qu'on donne des primes ou il y a ce qu'on appelle un challenge avec un classement pour de la rémunération variable en fonction, voilà. Et même dans ces contextes-là, les gens s'entraident en fait. L'entraide, elle est viscéralement ancrée dans le cœur humain. Et donc, quand on regarde les choses telles qu'elles se passent vraiment, sans mettre les lunettes de la théorie économique classique qui dit que tout le monde fait tout seulement par intérêt, on voit qu'il y a de l'entraide. Et on voit aussi que, indépendamment des comportements individuels, notre économie repose sur la confiance. La monnaie que nous échangeons, on l'appelle la monnaie fiduciaire. C'est bien une monnaie dans laquelle chacun donne sa confiance dans le fait que ce papier vaut quelque chose. Fidé, c'est la foi. Donc fiduciaire, c'est lié à la croyance dans la valeur de la chose. Voilà, il y a une croyance qui va se donner. Et puis, ne serait-ce que quelqu'un qui... on parlait de fumer. Quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs d'avoir cherché des tabacs ouverts à minuit et demi dans des rues sombres. Quand on tombe sur un tabac ouvert, on entre et on commence par dire merci. Merci d'être ouvert aussi tard. Et c'est valable pour le boulanger. En fait, on peut dire il le vend son pain, mais on lui dit quand même merci. Merci d'offrir ce service. On parle bien d'une offre d'emploi. Pourtant, c'est un emploi rémunéré. On parle bien de l'offre et de la demande. Il y a une offre et il y a quelque chose dans l'entrepreneur qui prend un risque pour proposer un produit sur un service. Il y a quelque chose du don de soi, quoi. Et il y a effectivement des chercheurs au GRACE qui réfléchissent sur la dynamique du don pour comprendre le mécanisme du monde de l'entreprise. Alors, il y a quand même une distinction à faire entre le don et la gratuité. En sciences sociales, le don n'est pas gratuit. Certains dons sont gratuits, mais ce n'est pas dans l'essence du don d'être gratuit. Vous faites un cadeau de Noël à votre belle-mère, vous espérez l'héritage en retour. Donc, pour moi, l'affection, c'est la pâte de galette, comme on dit. Voilà, il peut y avoir des dons gratuits, mais le don qu'on observe dans l'entreprise, c'est souvent un don qui attend un renvoi d'ascenseur. Je te paye le resto cette fois-ci, j'aimerais bien que le collègue il me le paye la fois prochaine. Même si je ne vais pas formuler explicitement ma demande, il y a une attente d'un retour. Simplement, on parle d'un don parce qu'on n'a pas contractualisé le moment et la valeur du C'est informel d'une certaine manière. C'est de l'échange informel et on parle de don. Et ces dynamiques de don, elles permettent d'expliquer, par exemple, l'émergence des leaders. Il y a un collègue qui s'appelle Benjamin Pavageau qui a fait sa thèse de doctorat sur le rôle du don dans l'émergence des leaders. Et quand il interroge en fait des gens qui suivent des leaders, il leur demande mais pourquoi vous considérez que c'est un leader ? Alors, en synthèse, c'est un truc sérieux avec des analyses lexicométriques d'entretien, de verbatim et tout. Les gens répondent
il se donne en fait. Ouais, Il se donne pour nous, quoi. Il monte au créneau pour nous défendre, il compte pas ses heures pour nous, plutôt que d'aller briller au comité de direction, il préfère passer du temps à nous accompagner. Bref, il se donne, quoi. Il Et donc, donne de nous, sa personne, il comme donne on de dit. sa personne. Il mouille le maillot. Il mouille le maillot, et nous, on a envie de le suivre, et c'est ça qui fait le leader. Et quand on interroge le leader, on lui dit, mais voilà, pour vous, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que vous vous donnez? Il dit, moi j'ai beaucoup reçu. Donc en fait, moi aussi, quand j'étais jeune, il y avait un leader qui m'a accompagné, qui a passé du temps avec moi, donc moi aussi, j'ai envie de donner à mon tour. Et la dynamique du don, du donner, recevoir, rendre, elle est une clé de lecture extrêmement lumineuse pour comprendre ce phénomène-là du leadership, mais aussi, par exemple, la transmission de compétences entre des ouvriers expérimentés et des jeunes. Le don, il est au cœur aussi de ce qui fait que les entreprises, que les travailleurs ne font pas la grève du zèle. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un travailleur fait toujours plus que ce qu'il ferait s'il faisait la grève du zèle? C'est du don de soi, quoi. Il se débrouille des situations. Et moi, je travaille chez des loueurs de véhicules de matériel de chantier. C'est exceptionnel de voir l'ingéniosité des gens, y compris pour contourner les procédures sans se faire prendre, pour pouvoir servir leurs clients. Donc en prenant le risque de te faire saper sur les doigts si jamais il y a un accident, par exemple, certaines machines qui doivent être recheckées 3 fois, etc. Ils biaisent un peu le système informatique pour pouvoir servir le client mieux, plus rapidement, plus efficacement. Et c'est des gens qui sont prêts à tout pour servir leurs clients. Et bien au-delà de leur contrat de travail qui dit simplement vous respectez les procédures et vous... Voilà, il y a un don de soi qui explique tout l'écart entre le travail prescrit et ce qui est réellement fait sur le terrain. Donc, il y a les aspirations profondes du cœur humain, la nature humaine, tout simplement, cette dimension anthropologique, ce que vous décrivez d'une certaine manière. Ouais. Et ceux qui voudraient faire des acteurs économiques, des salariés, par exemple, des sortes de robots sans cœur qui appliquent des procédures, en fait, ils ne peuvent pas y arriver, d'une certaine manière. Non, même il y a des enquêtes très intéressantes qui ont été faites, même dans des univers extrêmement robotisés, taylorisés, où les ouvriers sont là simplement pour faire des tâches extrêmement répétitives. C'était dans une usine de téléviseurs. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les personnes passaient 30% de leur temps à résoudre des micro-problèmes qui se passaient sur la chaîne de montage, mais c'était invisible, quoi. Depuis les bureaux, personne ne voyait tout ce travail de résolution de problèmes qui faisait que ça tournait sans que rien ne se passe. Et puis des ouvriers sur une chaîne de production, ils se donnent des coups de main, mais ils ont vraiment envie. Moi, c'est ce que j'observe chez les verriers. Moi, je travaille pour des verriers en communication, parce que je suis consultant en communication par ailleurs. Mais je suis épaté par la capacité de ces ouvriers ou techniciens du verre à donner d'eux-mêmes pour transmettre un savoir-faire. Et c'est une entreprise, ils ont identifié les ressources clés, les postes, des personnes clés en fait. Au-delà du poste, les personnes qui ont un tel savoir-faire qu'il faut absolument qu'ils puissent avoir un poulain ou deux. Mais ça ne peut pas se faire sans une coopération et sans une volonté très étroite, très très forte. Ouais. La personne en question qui pourrait dire moi j'attends la retraite, c'est dans un an. Non, et les gars ils y vont quoi. Là bien sûr on observe aussi des comportements de rétention d'informations, de rétention de compétences, etc. Il faut pas nier ça. Ouais. Mais à ce moment-là c'est que quelque chose s'est grippé dans la mécanique du donner, recevoir, rendre que les anthropologues et les sociologues ont mis en lumière, quoi. Ouais, il y en a qui disent si je partage des compétences, il va me dépasser. Ouais, exactement. On a parfois du mal à aider des gens très expérimentés à transmettre leurs compétences, qui mettent toute la mauvaise foi possible pour former, pour mettre en échec la formation de leur poulain. Mais ça, c'est effectivement, ça fait aussi partie de la nature humaine et il faut pas le nier. Mais c'est pas le modèle anthropologique qui doit présider à la façon dont on organise le travail. De toute façon, pour un manager, ça marche pas. Donc on voit si on est à la politique, on dit Guillaume, on parle encore de politique. Des hommes politiques qui s'entourent de personnes médiocres volontairement parce qu'ils ont peur que sinon les collaborateurs leur fassent de l'ombre ou les supplantent. À un moment, c'est qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes. Quand on a confiance en soi, on n'a pas peur de la compétence, il me semble. Oui, tout à fait. Vous le voyez bien dans le monde de l'entreprise. Alors la gratuité, les recherches du GRAS portent en partie bien sûr là-dessus. Vous connaissez la chanson, je crois que c'est chanté par Benabar, c'est dans Le Soldat Rose.
de la famille Chédid, c'est difficile d'être chercheur, tout a déjà été trouvé. Donc je vous félicite de continuer à chercher avec le GRAS. Donc le GRAS, groupe de recherche anthropologie chrétienne en entreprise, je ne me trompe pas sur le nom. C'est ça. Donc on a dit Pierre-Yves Gomez, Mathieu Deschessard, vous-même, vous en avez cité d'autres. Ça, c'est quand même un élément important de développement concret de terrain de la pensée sociale chrétienne. Oui, l'idée, c'est de voir comment l'anthropologie chrétienne est une clé de lecture de phénomènes de l'entreprise et permet de mieux les comprendre. Et donc, on est une quarantaine de chercheurs en management, en philosophie, en théologie. Il y a Pascal Lide qui participe, le père Pascal Lide qui participe au groupe de recherche. On cherche à croiser nos regards disciplinaires pour mieux comprendre les apports de l'anthropologie chrétienne sur le monde du travail, avec des thématiques autour de la communauté, évidemment de l'écologie intégrale maintenant. La question du don a beaucoup préoccupé les chercheurs du GRAS. Il y a un certain nombre d'ouvrages, 3 ou 4 de mémoire, qui sont sortis sur la question du don, avec des résultats d'enquête de terrain qui ont été faits pour voir avec les lunettes de la dynamique du don. Donc ça, c'est documenté, on peut trouver, j'imagine, sur le site internet ou commander ces documents. Vous avez publié. Oui, sur le site du GRAS, tout à fait. Aux éditions Nouvelle Cité, un certain nombre c'est Nouvelle Cité, d'ouvrages, dont le dernier était Donner, recevoir, rendre, qui cherchait à explorer la façon dont la réciprocité généralisée, le fait que je reçois quelque chose et que je ne vais pas redonner simplement à celui qui m'a donné, mais finalement à la communauté, comment ça peut expliquer un certain nombre de phénomènes du monde du travail. Alors, imaginons qu'un chef d'entreprise ou un généreux mécène nous entende et qu'il dise « Ah, mais j'ai envie d'aider le GRAS, Bernard Guéry m'a convaincu, là. » De quoi a besoin le GRAS? On a besoin de soutien? Effectivement, on a besoin de soutien, notamment de soutien financier pour pouvoir mener à bien les projets de recherche et mener à bien ces réunions dans lesquelles chacun va s'investir. C'est ce qu'en général, dans le GRAS, les chercheurs sont plutôt bénévoles, dans le sens où, en plus de leur activité de chercheurs universitaires, ils vont donner du temps pour les donc vous avez besoin de donateurs, ouais, ou de personnes qui pourraient vous rejoindre dans vos travaux de recherche s'ils sont des spécialistes. Alors, on va se quitter, ça passe très vite, vous voyez Bernard Guéry, dans quelques secondes. Une dernière chose, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez un événement à l'IPC, l'Institut de philosophie comparée, donc à Paris, le 25 novembre, sur la notion de la liberté d'obéir. Alors, dites-nous quelques mots en quelques secondes sur cet événement. Oui, à l'IPC, je m'occupe d'un axe de recherche philosophie-management et le but de notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment la philosophie peut éclairer le management, et la question de la servitude volontaire est de plus en plus développée aujourd'hui. Et le 25 novembre, on a une journée d'études avec une vingtaine de chercheurs qui viennent présenter leurs travaux sur ce sujet-là. Et j'imagine qu'on peut retrouver le détail sur le site de l'IPC. Merci beaucoup Bernard Guéry d'avoir été notre invité pour cette première émission de Questions Écho. J'étais ravi de vous avoir reçu et je vous félicite d'avoir été le premier à être invité. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons le mois prochain, je ne sais pas encore avec qui. Nous verrons bien. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci Guillaume. Les conversations du week-end.